Bonsoir et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Vous connaissez la maison, elle est bien fréquentée, avec ce soir encore une sélection de journalistes, géographes, essayistes et dessinatrices qui vont éclairer l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, un nouveau traité commercial d'une ampleur inédite conclu entre l'Inde et l'Union européenne. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, a strong message that cooperation is the best answer to global challenges. Cet accord fâche les Américains, alors est-ce une façon pour l'Union européenne de contrecarrer la guerre commerciale déclenchée par Trump à coups de droits de douane? On en débattra. Puis nous redécouvrirons l'Avare de Molière avec notre invité de la semaine, le metteur en scène Clément Poiret, qui réinvente ce chef-d'œuvre en version participative et radine. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier. Ce soir, il nous racontera l'incroyable destin du dernier vendeur de journaux à la criée de Paris. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Julia Van Elst. Bonsoir Renaud Dely. Julia, ravi de vous retrouver. Ça alors, et Valérie Brochard? Ah oui, je suis venue un vendredi pour changer. Vous faites des heures sup? Oui, absolument, oh là là. J'adore ça. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Pareil. Ici chez vous Valérie, bien sûr. Et vous aussi, bien sûr, voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à vous. Bonsoir Rokhaya Diallo. Bonsoir Anna. Ravi de vous accueillir. Vous êtes, je le rappelle, journaliste, réalisatrice, éditorialiste pour The Guardian. Et vous venez de publier chez Plomb un dictionnaire amoureux du féminisme. Bienvenue à vos côtés Sylvie Brunel. Bonsoir Sylvie. Bonjour Renaud. Ravi de vous retrouver. Vous êtes géographe et écrivaine. Et vous publiez, je le précise, tous les mois, des nouvelles de la Camargue dans une lettre qui s'intitule « Lettre de nos camels ». Oui. Rappelez-nous, la Camelle, c'est... La Camelle, c'est la dune de sel. C'est le seul relief de Camargue. Bienvenue à vous Sylvie et à vos côtés Philippe Manière. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, essayiste, président cofondateur de Weiss-Solis Communication. Et votre livre, votre dernier livre en date, c'est Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous. Et au pupitre, qui est là? C'est Coco. Bonjour Renaud. Bonjour Coco. Ça va Coco? Oui et vous? Ravi de vous retrouver, bien sûr Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération. Et j'annonce que votre BD à succès, Dessiner encore, est adapté pour la première fois au théâtre Le Pic, aux Abbesses à Paris. Ça commence demain et c'est une adaptation qui est signée Hélène Degy et Salomé Villiers. Tout de suite Valérie, la première actualité de la semaine, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et oui, Renaud, une proposition de loi qui pourrait entrer en vigueur dès la rentrée scolaire de septembre prochain. La députée qui porte le texte en est convaincue. Il faut aller vite, malgré les limites et les contournements possibles. J'entends certains parmi vous, d'ailleurs, qui nous disent qu'instaurer une limite d'âge, ce serait renoncer à réguler. Au contraire, cela revient à reconnaître lucidement que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui ne protègent pas leurs utilisateurs. La régulation des contenus, la conception d'algorithmes moins addictifs, tout cela reste indispensable et je n'y vois pas d'incompatibilité. Sans doute, certains adolescents de moins de 15 ans réussiront à contourner les systèmes de vérification d'âge. Mais est-ce une raison pour renoncer ? Alors Philippe Manière, le gouvernement prétend protéger les cerveaux de nos enfants. Est-ce que ce texte répond à cet enjeu ? Oui, enfin, en tout cas, je pense que l'intention est bonne. C'est très sérieusement, à la limite, même s'il y avait sur les réseaux sociaux que des bonnes choses, c'est même pas la peine de rentrer dans le détail de ce qu'on y trouve. Je pense qu'il est plutôt bon pour le pays et bon pour les intéressés qu'ils ne passent pas la journée à scroller plutôt que de faire autre chose. On a 24 heures disponibles dans une journée. Il faut un petit peu de temps pour dormir, pour vaquer à ses occupations. Si les 2 ou 3 heures qui restent, on les passe sur les écrans, par définition, on ne lit pas et on ne fait pas d'autres choses qui seraient plus utiles. Donc moi, je suis plutôt, en général, vous me connaissez, assez hostile à des réglementations. Celle-ci me semble nécessaire, je pense même qu'elle arrive tardivement. Alors, Rokhaya Diallo, l'Australie applique depuis plus d'un mois maintenant une interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Et 4,7 millions de comptes ont été fermés. Est-ce que c'est faisable en France? Est-ce que c'est applicable? Alors c'est sans doute applicable, mais ce qui est vrai, c'est que ça pose quand même un certain nombre de questions parce qu'on voit effectivement les réseaux sociaux sous leur versant négatif, le côté addictif, le fait que ça expose les enfants aussi à de possibles approches de personnes pédocriminelles. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour des enfants qui sont atypiques, c'est aussi un moyen de se connecter à des réalités qui ne sont pas nécessairement présentes dans leur famille. Ce que je rappelle quand même, c'est que si on s'inquiète de la sécurité des enfants, le premier danger auquel sont exposés les enfants se situe dans leur enceinte familiale. Et quand des enfants sont par exemple queer, se posent des questions
sur leur devenir, le fait de pouvoir se renseigner sur les réseaux sociaux ou de se connecter avec d'autres enfants qui leur ressemblent, c'est important. Et moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est qu'en Australie, on ferme les comptes en fonction de l'apparence physique des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, d'ailleurs, les ont détournés en se maquillant beaucoup, en levant les sourcils pour avoir les petites rides sur le front. Ce que ça dit aussi, c'est que ça va nous ficher. Ça veut dire que, bah oui, potentiellement, on va devoir communiquer des données sur nos âges, sur nos faciès pour vérifier que nous sommes bien des adultes. Alors, ceux qui disent, voilà, justement, sur l'application et sur la mise en œuvre, certains, par exemple Éric Zemmour ou un certain nombre de responsables insoumis, disent qu'il y a un risque que nos données personnelles, puisqu'il faudra montrer que nous avons plus de 15 ans, eh bien, soient en quelque sorte détournées, utilisées. Est-ce qu'il y a un risque de dérive liberticide avec ce texte? En fait, il y a forcément un risque de fichage et on se rend compte que plus l'État fait appel à du numérique, plus il nous emprisonne dans une traçabilité qui, demain, pourrait poser problème. En même temps, ces ados, ils ont besoin à la fois d'être informés, et c'est ce que dit Rokhaya, mais ils ont besoin aussi de ne pas être enfermés. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avec cet effet spirale, cet effet silo, ils se retrouvent dans des comportements terriblement à risque, des comportements qui peuvent les mener dans des issues dramatiques. Par exemple, aujourd'hui, l'accès aux sites pornographiques est interdit aux moins de 18 ans. Il y a des dispositifs, c'est contourné. Mais ça fonctionne globalement. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Demandez à ceux qui vendent des sites pornographiques, ils trouvent que c'est une réelle contrariété, parce qu'effectivement, on ne peut pas aller sur les sites comme on pouvait y aller avant. Moi, je pense que toutes ces questions d'interdiction avec les meilleures intentions du monde, on peut les critiquer, parce qu'effectivement, c'est toujours marginalement liberticide et il y a toujours des risques. Mais toute liberté, toute politique publique, c'est un arbitrage entre des avantages et des inconvénients. Moi, je pense que l'enjeu est tellement important de ne pas voir tous nos enfants ne rien faire d'autre que d'être sur leurs écrans, que, évidemment, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. C'est le rôle des parents. Mais cet enjeu justifie qu'on s'en préoccupe, même s'il y a effectivement un certain nombre de risques. Quant au risque de fichage, si vous voulez, quand vous regardez aujourd'hui à quel point vous êtes fiché par les acteurs du numérique, l'idée qu'on soit, non mais l'idée qu'on puisse essayer de faire que justement des très jeunes gens qui sont encore plus exposés que les autres évitent de tomber dans les mains des grands acteurs du numérique, ça justifie à mon avis qu'on prenne un petit risque et on peut, j'imagine, encadrer ça de manière assez soigneuse. Mais il n'y a pas de pénalité. Alors là, on parle des risques de dérive. Il y a aussi la question des contrôles avec cette question. Qui va vérifier que les plateformes contrôlent bien l'identité de ces jeunes? C'est la prérogative de la Commission européenne. Est-ce qu'elle peut vraiment assurément mettre en place ces contrôles et sanctionner? Et à qui on confie en fait ces données? La capacité de vérifier, de collecter les données personnelles qui confirment que oui ou non on est adulte. Mais dès que vous achetez quelque chose sur Internet, vous donnez des données Bien sûr, personnelles. mais c'est pas la peine de multiplier en fait les possibilités de ficher et de collecter davantage de données sur nos âges, sur la forme de notre visage. Peut-être qu'il faudra présenter une pièce d'identité officielle et la communiquer. Et puis après, c'est vrai que moi j'ai toujours du mal avec l'idée que les enfants sont juste passifs devant l'écran. Il y a des enfants qui créent des contenus pédagogiques, il y a des enfants qui se documentent. Ça leur fait développer aussi des compétences en langue et en élocution. Et 15 ans, c'est quand même... On est déjà très adulte à 15 ans. Alors justement, c'est ce qu'on va voir avec le diagnostic du docteur Coco, n'est-ce pas Coco? Docteur Coco, les experts en tout cas parlent sur la santé mentale. Si le cerveau de votre ado a l'air d'un chaton écrabouillé, c'est qu'il regarde trop TikTok, visiblement. Et un deuxième dessin? Et un deuxième dessin, les dangers sont partout. Comment vérifier l'âge 14, 15, 16 ans? Monsieur Morandini propose ses services. Merci Coco. Valérie, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Ce duel, il est explosif et il pourrait bien nous annoncer une nouvelle guerre. Oui, Renaud, la tension est à son paroxysme entre Téhéran et Washington. C'est pour ça, vous reconnaîtrez donc à gauche Donald Trump, le président des États-Unis, et à droite, c'est Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui déclarait il y a 2 jours à peine que l'armée de son pays était prête, je cite, le doigt sur la gâchette à riposter à toute attaque américaine. Une riposte rapide et écrasante a renchéri hier le général Amir Hatami à la télévision iranienne. Des réponses directement adressées à Donald Trump qui menace de plus en plus ostensiblement Téhéran. Le président américain exige de la République islamique qu'elle renonce à l'arme nucléaire et promet de frapper l'Iran encore plus durement qu'en juin 2025 si Téhéran ne s'assoit pas à la table de négociation. Un avertissement qu'il a formulé lors d'un rassemblement mardi dernier dans l'Iowa. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. Et pour passer des paroles aux actes, depuis mercredi, une flotte militaire s'est installée dans les eaux du Moyen-Orient. 10 bâtiments de guerre sont positionnés vers l'Iran, dont le porte-avions Lincoln, qui contient entre autres des destroyers, des missiles Tomahawk et un souvenir douloureux pour la région. C'est ce porte-avions qui avait été utilisé par George Bush
père pour bombarder Bagdad en août 1990. Comme pour mettre une légende sur ces images, Donald Trump publiait en même temps sur son réseau social que le temps était compté. Alors le soir même, Abbas Araghchi répliquait avec fermeté. مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی باید صورت بگیره که از تهدیدها زیاده‌خواهی‌ها. Sauf que l'Iran menace aussi de bloquer le détroit d'Ormuz où passe près de 20% du pétrole mondial. Chacun ses leviers, mais jusqu'où? Il y a quelques heures, devant la presse, Trump insistait « Nous sommes forts, nous sommes puissants militairement, j'espère ne pas devoir utiliser cette force ». Réponse immédiate d'un porte-parole militaire iranien. L'Iran frappera instantanément les bases et porte-avions américains en cas d'attaque. Alors l'ONU appelle au dialogue pour éviter, je cite, une crise aux conséquences dévastatrices. Mais Rokhaya Diallo, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Les bombes vont pleuvoir d'un instant à l'autre sur l'Iran où, malgré ces éclats bellicistes, les deux puissances maintiennent des canaux diplomatiques, comme en ce moment même, où les discussions sont en cours en Turquie, avec où se trouve d'ailleurs Abbas Araghchi, disposé à reprendre les négociations. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas la première fois que ce mois-ci même que Donald Trump menace de frapper en Iran. Il a d'ailleurs ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même des mobilisations très importantes du public, que les populations sont massacrées, que ce qui a incité au départ ce mois-ci Donald Trump à dire qu'il allait frapper l'Iran, encourageant les manifestants à protester de plus belle. Il ne l'a pas fait, les manifestants continuent à se faire massacrer. Il faut rappeler que c'est le pays qui exécute le plus grand nombre de personnes derrière la Chine, 1500 morts l'année dernière, et que finalement Donald Trump, il y a des effets d'annonce. Je ne suis pas convaincue que ce soit suivi d'effets. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est vraiment la question de la préservation des droits humains des personnes qui se mobilisent aujourd'hui. Le discours de Donald Trump a glissé de leur préservation vers le fait de protéger les intérêts américains et de détruire l'armement nucléaire iranien. Donc on n'est plus du tout sur le même registre et c'est aussi ça qui peut nous interroger. Sylvie Brunel, une répression sanglante, probablement des dizaines de milliers de morts en Iran tués par le régime des mollahs. Et c'est vrai que Donald Trump avait encouragé en fait les manifestants en disant les États-Unis vont intervenir, puis ils ne l'ont pas fait. Oui, il y a quelque chose de surprenant, c'est que c'était il y a 15 jours qu'il aurait fallu intervenir. Là, on arrive après coup. La situation en Iran est en apparence calme parce qu'en fait, tout le monde revit dans la terreur après les dizaines de milliers de morts. La question qu'on peut se poser, et on sait aussi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont pas du tout favorables à une intervention américaine parce qu'ils disent on est capable de se défendre et on n'a pas besoin des États-Unis. La question que je me pose, c'est si tout ça ne procède pas plus que du contrôle du nucléaire, d'un contrôle des mers. Que veulent faire les États-Unis? Les États-Unis veulent priver la Chine de ses approvisionnements en pétrole. Ils ont attaqué le Venezuela, donc ils poursuivent les navires fantômes partout. La flotte fantôme russe, oui. Si le détroit d'Ormuz est bloqué, il ne faut pas oublier que la Chine s'approvisionne massivement par ce lieu. Je me demande si le vrai but de Trump, qui, n'oublions pas que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole mondial, n'est pas en réalité le contrôle des mers. Deux dessins de Coco. Menaces, avertissements, escalade, ces deux-là n'en font vraiment qu'à leur tête. Voilà. Un deuxième dessin, Coco. Toujours l'espoir quand même, on y croit, les mollahs bientôt renversés. Merci Coco. C'était hier à la une de Haaretz, le quotidien israélien. Ce titre, nos vies peuvent reprendre au lendemain des funérailles nationales du dernier otage de Gaza, Khan Gveli, dont le corps a été récupéré en début de semaine. Des milliers de personnes lui ont rendu hommage. Alors, est-ce que la phase 2 du plan Trump pour Gaza peut désormais débuter? C'est-à-dire, Philippe Manière, est-ce que le Hamas va transférer complètement la gouvernance de la bande de Gaza comme il s'y est engagé? Et est-ce que l'armée israélienne va, elle, se retirer comme elle est supposée le faire selon ce plan? Je ne suis pas devin. Ce qui est certain, c'est que tant que les derniers corps n'étaient pas restitués, rien ne pouvait se passer. Parce que les Israéliens avaient non pas seulement un prétexte, mais une véritable excuse pour ne pas le faire. Il y avait un plan qui devait se dérouler avant. Maintenant, tout le monde est évidemment au pied du mur. J'ai un vrai doute, moi, sur le fait que ceux qui tiennent Gaza et qui en tirent grand profit personnel lâchent l'affaire uniquement pour tenir la feuille de route qui a été dessinée. Quand vous vivez d'exactions les armes à la main, votre intérêt n'est certainement pas de les lâcher. Et on voit que ça fait maintenant 20 ou 25 ans qu'on a l'espoir d'une transition et de quelque chose qui soit un peu plus ressemblant à une démocratie à Gaza que ce qu'on connaît depuis, et que ces espoirs sont toujours déçus. Et là, il y a eu énormément de terroristes présentés comme des représentants du peuple qui ont été tués, mais il y en a presque autant qui restent. Donc, l'idée qu'on puisse espérer quelque chose de ces gens-là, moi, j'y crois modérément. En même temps,
il y a la menace, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que s'ils ne font rien, il risque de leur arriver des grosses bricoles. Et puis symétriquement, l'armée israélienne, pour répondre à votre question jusqu'au bout, n'a aucune raison de se retirer tant qu'il n'y a pas des choses qui se passent dans le sens que j'indique dans la bande de Gaza. Je crois qu'il y a énormément d'incertitudes sur le sujet, sachant que le fond, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est que Netanyahou est tenu par des minorités à la Knesset qui sont extrêmement actives et qui sont très exigeantes sur le sujet. Est-ce que, Rocaille Diallo, tant que les deux parties en question sont en présence, d'un côté Benyamin Netanyahou et son gouvernement, et de l'autre côté le Hamas qui continue de fait de tenir le pouvoir à Gaza, est-ce que la situation peut avancer? On a appris aujourd'hui quand même la réouverture annoncée, en tout cas du point de passage de Rafah. Est-ce que ça pourrait contribuer à améliorer la situation humanitaire en particulier à Gaza? C'est une première étape, mais la situation humanitaire, elle reste quand même catastrophique. Les famines ne sont pas éradiquées. Ce qui me semble quand même absent de ce dialogue, c'est la condition des Gazaouis et le fait que c'est une population qui a été traumatisée par des agressions absolument brutales, par des morts de civils, un nombre jamais vu auparavant, et que finalement, leur condition, elle a l'air davantage soumise à des projets qui bénéficieraient en particulier aux Américains, avec toujours cette idée d'exploiter... Le retrait du Hamas, ça pourrait bénéficier aussi aux populations civiles, justement, de Gaza. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas en fait, on peut pas soumettre la sécurité d'une population à une décision politique d'un gouvernement. C'est-à-dire que les Gazaouis, ils ne doivent pas être exposés à ce qui reste un cessez-le-feu extrêmement fragile et qui est toujours ponctué d'agressions militaires qui continuent à heurter la population. Sylvie Brunel? Alors, moi, j'ai l'impression que la population gazaoui a été plus otage du Hamas que victime d'Israël, même si, évidemment, ce serait horrible. Le bilan est terrible. Oui, bien sûr, et ça serait horrible de le nier, mais il faut se souvenir que le Hamas est omniprésent, qu'ils veulent que leurs 40 000 fonctionnaires et leurs 10 000 membres des forces armées intègrent le nouveau Conseil national d'administration de la bande de Gaza. Donc, en fait, tant que cette question du Hamas, qui est reliée aussi à l'Iran houtiste, au Hezbollah, c'est vraiment une nébuleuse, tant que ça n'a pas été réglé, il n'y aura jamais la paix dans cette région. C'est aussi un peu l'assurance-vie politique de Benyamin Netanyahou, non? La présence du Hamas. Parce qu'ils n'ont pas intérêt l'un à l'autre. Ça, c'était le cas avant. Je pense que maintenant, tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et que même Netanyahou, qui a eu le tort de s'appuyer sur le Hamas, ne le fera plus. Ce qu'il faut savoir aussi, pour aller dans le sens de ce que disait Sylvie, c'est que le Hamas, ce n'est pas les amis du genre humain du point de vue de la vie politique interne. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des exécutions sommaires de toute opposition qui se manifestent. Un dessin de Coco. Gaza, Netanyahou et Trump ont déjà leur projet pour l'après, désarmer le Hamas pour le Gaza Beach au détriment des Palestiniens. Alors Valérie, l'autre actualité de la semaine, c'est un nouvel accord commercial historique conclu par l'Union européenne. Oui, signé avec l'Inde. Cet accord de libre-échange vise à réduire ou supprimer une grande partie des droits de douane entre les deux économies, marquant la fin de 20 ans de négociations entre les deux pays et créant une zone d'échange potentielle de près de 2 milliards de personnes. Philippe Manière, les retombées économiques pourraient être dantesques pour l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Dantesque, je ne sais pas. Et puis, vous savez, on est vraiment au tout début. À la différence de l'accord Mercosur, on arrive vraiment à la fin, à la signature. Là, il y a encore tout un tas d'étapes à franchir. Cela dit, ce qui est vrai, c'est qu'on le voit bien, le commerce devient difficile avec les États-Unis. Les Chinois durcissent, évidemment, lèvent le ton, durcissent les conditions de l'échange. Et donc, évidemment, pour les pays de l'Union européenne, c'est très bon d'avoir de nouveaux débouchés. Les droits de douane sur certains produits avec l'Inde sont extrêmement élevés, certains jusqu'à 150-175%. Le phasage d'une baisse des droits de douane fait que, oui, à terme, on aura plus de possibilités d'échanger. Ce qui rend un peu optimiste aussi, c'est qu'une grande partie de l'agriculture a été enlevée de cet accord. Exactement, j'allais y venir avec vous, Sylvie Brunel. L'accord écarte soigneusement tout ce qui concerne les produits agricoles. Pas de riz. On sait que c'est sensible. Pas de riz, pas de sucre, pas de viande bovine. C'est très bon pour nous, notamment pour nos vins et nos spiritueux. Alors moi, je trouve que c'est l'accord le plus stupide que j'ai jamais vu. Bon Pourquoi? Parce que l'Angleterre a tué au 19e siècle l'industrie indienne en lui vendant tout un ensemble de choses qui ont ruiné les artisans. Aujourd'hui, l'Inde va ruiner l'Europe, va désindustrialiser l'Europe. Le salaire en Inde est 18 fois inférieur au salaire en Europe. Et on peut dire que la mère de tous les accords, elle va consister à faire rentrer le tigre indien et l'ours russe dans la bergerie européenne. Avec quels produits, par exemple, les Indiens peuvent-ils ruiner? Tout ce qui concerne les services, tout ce qui concerne l'industrie, tout ce qui concerne... L'Inde, c'est la 4e puissance mondiale. Elle a des capacités de production colossales. On veut réindustrialiser l'Europe. On est en train de se créer les conditions de notre destruction. Et je pense qu'il y aura tout un ensemble de systèmes pour détourner les accords censés contrôler les dérives et que nous sommes en train,
pour des raisons géopolitiques légitimes, de passer par le marché. Et le marché pour l'Europe, c'est exactement l'inverse de ce que veut faire aujourd'hui l'Europe. En plus, les normes sociales et environnementales ne sont pas du tout intégrées dans cet accord. Pour moi, c'est une catastrophe. Vous n'êtes pas convaincu, ça c'est clair. Ah non, mais pas du tout. Julia. C'est un accord, en tout cas, avec l'Inde, qui intervient en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Vous l'évoquez, Rokhaya Diallo. Est-ce que finalement, c'est pas l'objectif, c'est pas justement de contrecarrer les Américains? Est-ce que c'est pas un accord anti-américain? C'est évidemment lié au contexte politique qui rend fragile effectivement notre indépendance économique. Donc l'idée, c'est effectivement de faire des économies en passant par l'Inde et en n'étant pas victime des décisions de Donald Trump. Après, ça pose des questions. Les Américains nous reprochent de pactiser avec l'Inde qui s'approvisionne en pétrole russe. Donc ça nous met aussi quand même en inconformité par rapport à un certain nombre de principes. Et puis Narendra Modi, il faut rappeler que c'est quand même un dictateur très autoritaire et très très violent sur une grande partie de sa population. Alors justement, vous y faisiez allusion, Rokhaya Diallo, cet accord, il ne mécontente pas que Sylvie Brunel, il mécontente aussi les Américains. Exactement, et en particulier le secrétaire au Trésor américain qui n'a pas de mots assez durs pour disqualifier plutôt cette entente et dénoncer l'hypocrisie européenne. The U.S. sanctioned or put a 25% tariff on India for buying the Russian oil. The Europeans were unwilling to join us, and it turns out because they wanted to do this trade deal. So every time you hear a European talk about the importance of the Ukrainian people, remember that they put trade ahead of the Ukrainian people. Trade, European trade, more important than ending the war in Ukraine. Philippe Manière, est-ce qu'il a raison? On a fait passer nos intérêts économiques avant la paix? Il a complètement tort. D'abord parce qu'on parlait de la dimension géopolitique de cette annonce. C'est totalement de second ordre, vous l'avez dit vous-même, ça fait 20 ans qu'on négociait ce truc-là, donc ça arrive maintenant, on a peut-être un peu accéléré pour embêter les Américains, mais c'est complètement marginal, ça aurait fini par accoucher. Heureusement, une négociation de 20 ans finit par accoucher, donc ça n'a pas été fait dans la minute pour réagir aux Américains. Pourquoi il y a tort sur l'Ukraine? Le pétrole, il y a des tas de choses qui se passent qui ne sont pas terribles entre la Russie et l'Inde du point de vue du contournement de l'embargo sur le pétrole, c'est un fait, mais ça arrivait avant et ça arrivera après, ni plus ni moins, puisque ça échappe complètement à ce qui est légal. Par définition, c'est illégal. Donc il n'y a aucun impact. Et évidemment, c'est une mise en scène des Américains, comme ils savent si bien le faire, malheureusement avec cette administration. Je ne dis pas les États-Unis en général, mais là, c'est le cas. Et opposer la paix en Ukraine, à laquelle ils prennent une part malheureusement assez marginale à l'intérêt des Européens, comme si les Européens faisaient passer ça devant, c'est vraiment n'importe quoi. Non, vraiment, c'est pas sérieux. Et les accords de libre-échange, bien sûr, il faut les encadrer, il faut tenir compte de différences de conditions sociales, etc. Mais c'est toujours bénéfique aux populations. Alors, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a tout un tas de secteurs fragiles qu'il faut au contraire protéger. Je pense que l'Inde, c'est la nouvelle Chine, qu'elle est dans une croissance très forte, qu'elle a besoin de s'ouvrir un marché de 500 millions d'Européens, comme la Chine l'a fait. Mais c'est aussi un marché pour les produits européens. Ça, on s'ouvre le leur aussi de marché. Voilà, oui, enfin, ils sont tellement plus forts que nous qu'on va vendre quelques produits et on va se faire atomiser sur tous les autres. Et je pense en plus que l'ours russe est allié au tigre indien. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Deux dessins de Coco. Alors moi, j'ai pas mis un ours russe, j'ai mis un éléphant, voilà, qui transporte Modi. Merci Ursula, avec Trump pas content derrière. Et puis il y en a quand même un qui est très heureux de tout ça, l'Inde, partenaire géostratégique commercial. Fort sûr, les rafales quand même. Merci Coco. Et bien justement, Julia, c'est justement l'heure de votre point com de la semaine en lien avec le dernier dessin de Coco. Parce que ce soir, vous allez nous parler du président de la République qui dévoile des talents soupçonné de polyglotte. En effet, le style du président langues étrangères a encore frappé. Mercredi, Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il reçoit alors les dirigeants du Danemark et du Groenland. Et lors de la conférence de presse, le voilà qui se met à parler en groenlandais. Kalashit nunat, tuniniagan nilak, tigunakan narsina nanilu, kalashit naminok. Alors, cher clubiste, est-ce que vous avez compris un mot? C'est limpide. Vive le Groenland libre ou quelque chose comme ça. Non, je suis contraint d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget. Mais non, c'est pas ça. Alors, vous allez voir que c'est pas du tout ça. Oh, en tout cas, il y a un internaute qui est comme vous, Renaud, très circonspect. Je parle couramment le groenlandais, dit-il, et je comprends rien à ce qu'il a dit. Alors, on va vous faire la traduction en VF. Le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre. Ce sont les Groenlandais qui décideront de leur avenir.
pour cet autre internaute. Faire l'effort en tout cas de s'exprimer dans la langue de son invité, même quelques mots, est un signe de politesse et d'hospitalité. Sauf que depuis mercredi, ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Après le For Sure, c'est à nouveau un festival de parodie. Cet internaute, par exemple, s'imagine aller voir sa RH pour une augmentation et elle lui répond. Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak. Vous avez peut-être déjà vécu cette scène avec vos employeurs. En tout cas, le message est passé, vous êtes attendu après la fin de l'émission. Vous avez rendez-vous. L'humoriste Pierre-Antoine Damecourt, lui, en fait même un sketch en ligne. Regardez. Ce soir, j'apprends à mes enfants à parler groenlandais. Apprends à tes enfants à parler groenlandais sans rien capter. Allez chérie, tu répètes après le monsieur. Tigunakan Narsina Nanilou. Karna Naninu. Kalashit. Il y a des chips. Non, pas il y a des chips. Kalashik. Kalashit. Qui a du chips? Mais non, pas qui a du chips, mais ça va pas la tête. Sur le réseau social X, Serge Vincent trouve en tout cas que Macron prononce mieux le groenlandais que l'anglais. For sure. Justement, Julia, la hype, comme on dit autour du For Sure, ne faiblit pas. Le discours de Davos continue d'enflammer les réseaux sociaux. Eh oui, de Davos, les réseaux n'ont retenu que 2 mots, For Sure, et la façon dont Emmanuel Macron a surjoué l'accent. Le président de la République s'est transformé en quelques jours en icône pop. Sur Instagram, il y a même des parodies créées par l'IA. Sometimes it's too slow. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. Vous êtes sûr que c'est de l'IA, hein? Ah oui, déjà. For sure. Je pensais que c'est la réalité, vous, c'est Emmanuel Macron en Bob Marley. Alors plus sérieusement, son désormais célèbre For sure devient même un argument politique. Le gouvernement allemand a posté hier un clip pro-européen, je vous laisse découvrir. European friends, loyal, for sure. Competitiveness, for sure. Defense of freedom, for sure. Justice, peace, respect, for sure. Europe must stand together, for sure. Et finalement, on le voit, rien ne fédère plus qu'un président français qui parle mal une langue étrangère. Et peut-être était-ce en réalité la vraie stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, for sure. Alors justement, parce qu'on parlait des Allemands, on a vu que les Allemands ont repris ce coup de com' d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne va pas finalement servir à faire avancer des dossiers vraiment concrets? Mais ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il parle très bien anglais. Il a juste un accent prononcé, mais ça c'est une question d'oreille. Il doit chanter faux aussi, mais ça, il n'y peut rien. Et il parle très bien groenlandais aussi. Alors ça, j'ai moins les compétences pour juger. Non, mais il parle mieux anglais qu'il le faisait là. Moi, je le soupçonne de faire semblant de parler moins bien anglais qu'il parle anglais. Moi, je l'ai croisé parlant anglais avant qu'il soit président. Il parlait un anglais bien meilleur, avec un bien meilleur accent. Je pense que c'est un peu... Mais bon, l'accent, ça reste quand même il l'a quand même fait en anglais, son discours. Oui, voilà, c'est c'est un problème. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas être colonisé par les Américains, il faudrait déjà à Davos, tout le monde parle anglais. Peut-être que ça aurait été chic de parler français. Ok, Diallo. Non, c'est vrai, mais donc je pense que en fait, il est devenu un mime sur les réseaux sociaux malgré lui, mais je pense que ça va lui bénéficier parce que c'est vrai qu'à l'étranger, les gens connaissent beaucoup moins Emmanuel Macron que nous, et entre les lunettes de soleil et l'anglais, c'est devenu une espèce de président de la résistance, contre l'obscurantisme américain actuel. En tout cas, au Groenland, tout le monde l'a pas compris, Coco. Oui, bilan mitigé au Groenland. J'ai rien compris, dit un Groenlandais. Moi, si, dit un Morse. Un deuxième dessin, Coco. Et bientôt peut-être Macron chantera du Björk et fera fuir Trump. Merci Coco. Alors vous avez chacun choisi, mes amis, une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Philippe Manière. Donc nous sommes à Minneapolis avec un débat impossible entre deux camps et une élue démocrate qui a d'ailleurs été de fait agressée par certains de ses interlocuteurs. Oui, la photo en soi, elle n'est pas très spectaculaire. Il y en a eu de beaucoup plus spectaculaires. Évidemment, ce qui s'est passé dans les rues de Minneapolis ces dernières semaines. Tragique. Évidemment, l'assassinat de Charlie Kirk. On peut penser ce qu'on veut de Charlie Kirk, mais enfin, c'est quand même un assassinat politique devant une foule. C'est quand même quelque chose de très spectaculaire. Et moi, je trouve qu'elle est révélatrice, cette photo, de quelque chose que je trouve très grave, parce que moi, j'avais une certaine admiration pour la République américaine, dont les racines idéologiques, j'allais dire de Montesquieu à Voltaire, en oubliant un peu plus Rousseau que nous, ce dont je ne leur fais pas grief personnellement, étaient tout à fait remarquables et avaient conduit à une conversation civique qui fonctionnait bien, qui a été très bien décrite par Tocqueville et qui était visible pour n'importe qui suivait le débat politique américain jusqu'à seulement 10-15 ans en fait. Et puis maintenant, on a un congrès dysfonctionnel, comme ils disent, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à se parler. Le log rolling, c'est-à-dire l'échange de bons procédés pour trouver un accord bipartisan, a quasiment disparu.
Et puis dans le débat public, effectivement, on voit des extrémités épouvantables. Et c'est très triste parce que moi, je pense que l'Amérique est en train de perdre quelque chose qui faisait vraiment son âme et quelque chose qu'elle pouvait enseigner même aux autres démocraties. Ça a totalement disparu et ça se voit bien sur cette photo. Philippe Manière. Rokhaya Diallo, on va enchaîner avec votre photo. Nous revenons en France avec un procès. C'est le procès cette semaine de l'ancien sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir voulu droguer une députée pour l'agresser sexuellement. Absolument. Donc c'est la députée, c'est Sandrine Josso, qui s'était rendue à son domicile et qui a ressenti, après avoir consommé un verre de champagne chez lui, un malaise qui témoigne de tous les signes de la possible soumission chimique. Ce qu'a reconnu le tribunal en première instance, puisqu'il fait appel, c'est une intention criminelle. Et c'est ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire que la tentative de l'empoisonner afin d'accéder possiblement à la possibilité de l'agresser sexuellement ou de la violer, ça constitue une infraction possiblement criminelle, on verra en deuxième instance. Et ce qui est important, c'est que la population et les médias, les tribunaux ont été largement sensibilisés à la soumission chimique par le biais du procès contre Dominique Pellicot et de tous ses co-accusés, mais c'est une pratique qui reste extrêmement importante et peu reportée. Apparemment, les personnes qui sont victimes de soumission chimique sont 1 sur 10 à porter plainte, et il est possible que ce soit sous-estimé, et 89 à 91% d'entre elles seraient des femmes, et c'est très très difficile de le prouver puisqu'on n'a généralement pas les éléments qui permettent de déterminer le fait qu'on soit soumis chimiquement. Sandrine Josso a adressé un courrier à Gérard Larcher, président du Sénat, qui n'a jamais répondu. Donc la République doit se montrer quand même assez exemplaire sur ces questions-là. Un dessin de Coco à propos de cette affaire. Eh bien, d'abord soutien à Sandrine Josso, et puis je dirais d'une manière générale, gare au sénateur. Retailleau met de l'eau bénite dans les verres. Merci Coco. Sylvie Brunel, à propos d'eau, celle-ci n'est pas bénite. On va finir avec votre photo. Votre photo, il s'agit d'inondations qui ont une fois de plus frappé une partie du pays. En l'occurrence, cette photo, c'est en Bretagne. Oui, en fait, cette semaine, on a énormément vu cette eau qui envahit le Finistère, les Côtes-d'Armor, qui ne se retire pas et qui pose la question aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des événements qui se sont coagulés, c'est-à-dire des fortes pluies, des fortes marées, un sol qui est très imperméable, une artificialisation des terres aussi en Bretagne, puisque la Bretagne est devenue très attractive, alors il y a beaucoup de constructions, mais ça pose quand même une question globale, qui est la question de l'adaptation de nos territoires aux événements de plus en plus violents et brutaux liés au changement climatique. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut à la fois mêler la mémoire des risques, parce qu'on ne peut pas bâtir n'importe où, mais aussi il faut travailler sur les systèmes de drainage, d'irrigation des prairies, des marais. Une adaptation qui ne soit pas punitive, mais qui soit anticipatrice. Merci à vous, Sylvie Brunel. Et il est maintenant temps d'accueillir notre invité de la semaine. Alors on a tous en nous quelque chose de l'avare, la preuve, Clément Poiret met en scène le chef-d'œuvre de Molière sur un mode interactif et participatif. Bienvenue, votre message aux spectateurs, c'est un peu venez comme vous êtes et puis les bras chargés de petits cadeaux, parce que sur scène, les comédiens donc attendent le public, en petite tenue d'ailleurs, et ce sont les spectateurs qui leur apportent des vêtements, des objets, de façon à ce que le spectacle puisse avoir lieu. Et les spectateurs jouent le jeu. D'ailleurs, expliquez-nous le plus souvent qu'est-ce qu'ils apportent. Vous leur adressez, je crois, quand même une feuille indicative. Il y a un peu une liste des courses, non ? C'est ça. C'est-à-dire que donc, dans ce spectacle, puisque l'avare aujourd'hui, on a cherché un principe actif, qui est une manière de se poser la question, nous, dans notre pratique, mais aussi pour le public. Et il est vrai que quand on va au théâtre, on apporte quelque chose. La particularité du théâtre, c'est que c'est un endroit de partage et que même le geste artistique, il est partagé avec le public. C'est-à-dire, tout le spectacle, il se passe dans l'esprit des spectateurs, il arrive avec des choses. Alors, on leur a dit, venez avec quelque chose de avec quoi, physique. En général ? Alors, des choses très différentes, très variables. Ça va de la feuille morte qu'ils ont trouvée sur le chemin à des lustres. On a eu des snowboards, on a eu un piano. Et parfois, on a eu des saucissons. Mais donc ça veut dire que selon les objets qui ont été apportés ce soir-là par les spectateurs, la pièce elle peut changer en fait. En tout cas la mise en scène change. Absolument. C'est pas le même spectacle tous les soirs. C'est pas du tout le même spectacle tous les soirs parce que évidemment on suit un canevas, mais avec des objets qui changent chaque soir. Et la particularité, c'est-à-dire on s'est dit on va faire un théâtre pauvre, avare, radin. Donc c'est les gens qui nous apportent des choses. Et ce qui veut dire aussi que les costumes, les perruques, la musique, tout ça est créé en direct en même temps que le spectacle a lieu. Alors Clément Poiret, on va voir tout de suite un extrait donc, de l'avare. C'était au Théâtre de la Tempête dont vous êtes directeur. Avant maintenant une tournée à travers la France qui va commencer. Tout de suite, un extrait. Qu'avez-vous à me dire ? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot.
J'aime. Non. Si, vous aimez? Oui. Elle se nomme Marianne. Et si vos affaires sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Alors vous parliez à l'instant de saucisson, de piano, mais quel est l'objet le plus improbable qu'on vous ait rapporté? Et est-ce que vous obligez vos comédiens à jouer avec? Alors, il y en a eu tant, des objets improbables. Non, on ne s'oblige pas parce qu'on en reçoit, les gens sont très généreux. Alors parfois on n'a rien, on finit comme on commence, c'est-à-dire on a peu de choses, c'est-à-dire en sous-vêtements, mais le plus souvent ça déborde. Et donc on a très peu de temps, c'est le temps du spectacle qu'au plateau, il n'y a pas simplement les interprètes, il y a aussi les créatrices et créateurs qui sont là et qui œuvrent. On a même du mal à croire qu'ils le font direct, mais je peux vous dire que c'est vrai. Et donc, on découpe, on agrafe. Donc, tout est utilisé. Tout est utilisé d'une manière ou d'une autre. Et une fois, il y a une chose très jolie qui nous est arrivée. C'est peut-être pas l'objet le plus extraordinaire, parce que vous voyez, alors à la fin, dans la cassette de l'avare, on lui rend enfin sa cassette, la fameuse cassette de l'avare, il y a toujours un objet que l'acteur, John Arnold, ne connaît pas non plus, qui est mis et qui surprend. Le soir de la première, c'était un masque de François Bayrou. Ah, oui, il y a de quoi être surpris. Il y a de quoi être surpris. Julia. Alors, sur scène, il y a des comédiens, bon, ça c'est très classique, mais il y a aussi surtout des maquilleurs, des costumiers, des éclairagistes, et c'est très original. Est-ce que votre idée, c'est de mettre en valeur ces métiers qui sont habituellement dans l'ombre? Absolument, c'est-à-dire que de toute façon, je mets en scène les spectacles, et donc c'est un nom qui ressort, mais en fait c'est toujours un collectif artistique assez vaste, et c'est des gens avec qui je travaille beaucoup. Et je dirais aussi, puisqu'on a travaillé sur la pauvreté, on a gardé le minimum. Et le minimum pour faire un spectacle de théâtre, c'est le regard, les mains, le talent de tous ces métiers qui, en effet, sont parfois un peu oubliés, voire un tout petit peu en danger. Et donc là, c'était très important qu'ils soient célébrés aussi au plateau. Mais ça part d'une bonne intention, mettre en valeur, mettre en premier plan ce qu'on appelle les tabliers, justement. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous brisez pas un peu la magie pour les spectateurs? Quand je vais au théâtre, j'ai pas forcément envie de savoir comment ça se passe en coulisses. J'ai peut-être besoin d'être juste émerveillé par ce que je vois sans voir la machinerie. Ben, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, c'est le regard du spectateur qui crée la magie. C'est-à-dire qu'on peut très bien regarder le spectacle sans faire attention à ce qui se passe autour, ou alors se balader et choisir un autre angle de recherche. Et puis on voit la magie opérer. Alors nous, on court en permanence derrière. On n'arrivera pas à faire des costumes aussi beaux qu'on pourrait en faire si on les avait préparés, évidemment, en 3 mois de temps. Mais je crois que la magie, elle est dans le partage, dans ce moment de partage et dans la conscience partagée aussi des spectatrices et des spectateurs et de nous, qu'on est ensemble en train de faire naître. Et alors justement, tous ces objets, vous en faites quoi après? Alors, vous revendez tout sur le Bon Coin, c'est ça? Non, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Non. Alors, effectivement, en fait, bien sûr, toute la démarche, c'est aussi d'interroger ce que c'est aujourd'hui l'avarice à l'époque de la décroissance, à l'époque de la frugalité. Et donc, on s'est associé, et chaque lieu travaille main dans la main avec nous, à trouver une association. Nous, on avait travaillé avec une ressourcerie solidaire qui s'appelle La Petite Roquette, qui fait un travail formidable et qui nous a appris beaucoup de choses sur comment on s'occupe des choses. Et bien sûr, tous les dons que le public nous font sont redistribués, reversés à des associations qui leur donnent de réemploi. Je signale donc que votre pièce L'Avare sera en tournée dans toute la France du 11 février au 13 mai. Quelques dates, Limoges le 23 février, Le Mans le 5 mars ou encore Mougins le 27 avril. Et regardez, Coco vous a déjà concocté une affiche pour la tournée. Déjà l'avis du public, ça ressemble plus à une brocante qu'à du Molière. Et un deuxième dessin, Coco. Et puis je trouve ça quand même chapeau, parce que dans le monde actuel, c'est quand même risqué. Merci Coco, merci Clément Poiret. Voici maintenant venu le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric, bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire de la semaine, Frédéric, eh bien c'est une cérémonie. Vous allez revenir sur une cérémonie qui s'est déroulée cette semaine. C'était à l'Élysée. C'était mercredi, sous la verrière de la salle des fêtes du Palais, une cérémonie de remise de décoration par le président de la République. Ils étaient une petite dizaine de récipiendaires, et parmi eux, Ali Akbar, le dernier vendeur de journaux à la criée de Paris, promu chevalier de l'Ordre national du mérite. Décoration
en récompense, dixit l'Élysée, de son engagement au service de la presse écrite, mais aussi de son parcours exceptionnel. Un parcours tumultueux qu'il a d'ailleurs lui-même raconté dans un livre. Il est né en 1954 au Pakistan, à quelques kilomètres d'Islamabad, une enfance dans la misère, le travail forcé dès l'âge de 6 ans. Il porte des sacs de ciment à 18 ans. Pour échapper à ce qu'il décrit comme un bagne, on le frappe, on le viole. Ali Akbar s'engage dans la marine marchande à bord d'un cargo. Il sillonne le monde pendant plusieurs années, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, la Grèce, enfin les côtes françaises. Il profite d'une escale pour débarquer à Rouen, puis il rejoint Paris, où il dort dans des caves, tout en rêvant de gagner un jour suffisamment d'argent pour offrir une maison à sa mère au Pakistan. Et c'est là que son destin bascule, à la faveur d'une rencontre dans la rue avec le professeur Choron, Georges Bernier, qui lui propose alors de vendre Harakiri et Charlie Hebdo, les 2 journaux qu'il a créés avec son ami Cavana. Ali Akbar accepte. Et contrairement à ses collègues qui se postent devant des bouches de métro, par exemple, eh bien lui, il choisit de déambuler. Déambuler où ? Dans le quartier latin, ce qui lui permet de rencontrer bon nombre d'étudiants. Il dit avoir appris le français grâce à eux. Et certains, par la suite, sont devenus députés, ministres ou même chefs de l'État, à l'instar d'Emmanuel Macron, qui fut un temps l'un de ses clients. À Saint-Germain-des-Prés, il croise par ailleurs certaines figures du milieu intellectuel. Et les années passant, il devient lui aussi une figure de l'arrondissement. Ceci, il le doit notamment à son humour. Depuis le début des années 80, ses journaux sous le bras, il alpague les passants en inventant de fausses nouvelles, des titres aguicheurs. Ça y est, Éric Zemmour s'est converti à l'islam. Ça y est, Donald Trump va racheter la Corse. Je fais ça pour mettre de l'ambiance, explique-t-il. Moi, je veux que les gens vivent dans la joie. Et tant pis si ces blagues ne plaisent pas à tous. Un jour, il croise Bernard Tapie dans la rue des Saints-Pères. Il hurle « Ça y est, Tapie est sorti de prison !» Tapie furieux lui court après, le menace avec son parapluie. Des étudiants de Sciences Po viennent alors au secours de celui que dans le quartier on appelle simplement Ali. Quand il a commencé, Paris comptait encore une quarantaine de vendeurs de journaux à la criée et lui-même en vendait jusqu'à 1000 par jour. Aujourd'hui, il n'en école plus que quelques dizaines, quasi exclusivement Le Monde. Il touche 30 centimes par journal, mais malgré ses 71 ans et ses 1000 € de retraite, il n'a pas envie de s'arrêter. Si j'en ai l'énergie, promet-il, je travaillerai jusqu'à la mort. En lui épinglant son insigne mercredi, le président de la République l'a présenté comme la voix de la presse et comme un magnifique exemple d'intégration entouré de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses amis. Ali Akbar n'a pas caché son émotion. Cette décoration, disait-il avant même de la recevoir, c'est comme un peu de bétadine sur ses blessures. Puis il a confié son espoir que l'Élysée lui permette enfin d'obtenir la nationalité française. Il ne l'a toujours pas, malgré plus de 50 ans passés dans le pays, après quoi lui est venue une nouvelle formule. Ça y est, j'ai réussi, je suis chevalier. Chevalier sans cheval, mais avec toujours le sourire. Merci Frédéric. Elle aussi, elle a le sourire, hein Coco ? Eh oui, encore une fake news d'Ali Akbar, bravo à lui. Macron se présente en 2027, c'est pas beau de se moquer. Merci Coco. Et c'est l'heure de retrouver les théories d'Aurore Vincenti. Cette amie des bêtes nous rappelle qu'en théorie, chez les primates, les mâles dominent naturellement les femelles. Mais enfin bon, ça, c'est en théorie. En théorie, chez les primates, les mâles dominent les femelles. Foi de chimpanzé, le Boys Club l'emportera toujours sur des femelles contraintes et soumises. Et c'est comme ça, grâce à nos ancêtres les singes, qu'on trouve des causes naturelles au patriarcat humain. Et même les scientifiques se sont laissés leurrer par cette idée. Sauf qu'en réalité, c'est faux. Chez les primates, le pouvoir est très bien partagé. La science a fini par démonter ce mythe trop humain de la dominance des mâles sur les femelles. Plusieurs articles ont contribué au fil des ans à déconstruire cette idée reçue, et en 2025, une équipe de primatologues franco-allemandes, coucou Arte, a publié une étude qu'elle a mis 5 ans à boucler et qui a fini par faire exploser cette théorie. Alors, dans les faits, comment ça se passe ? Les mâles se battent entre eux, les femelles se battent entre elles, et puis pour près de la moitié des combats, les femelles se battent contre des mâles. Et là, surprise, sur 121 espèces de primates étudiées, dans 70% des cas, ce sont tantôt les femelles qui gagnent, tantôt les mâles. Pour les 30% restants, il y a à peu près la moitié des espèces, comme chez les chimpanzés, où ce sont nettement les mâles qui dominent, et l'autre moitié, comme les lémuriens, où ce sont les femelles qui plient le game.
L'autre chose qu'on a longtemps cru, c'était que les mâles se battaient pour le sexe et les femelles pour les mômes et la nourriture, ce qui est tout bonnement faux. Les mâles et les femelles se battent pour les mêmes raisons. Le sexe, le fric et la célébrité. Non, ça, ce sont les humains. Je reprends. Les mâles et les femelles se battent pour les mêmes raisons. Le sexe, la nourriture et la protection des petits. Alors pourquoi avons-nous tant affirmé le contraire ? La philosophe des sciences Donna Haraway explique que toute connaissance est située, c'est-à-dire que derrière l'objectivité de la science, il y a des chercheurs qui ont une subjectivité qui teinte forcément leur recherche. En vérité, les chiffres sont formels. La dominance claire des mâles sur les femelles ne concerne que 17% des espèces. La cause de ces erreurs est donc bête et méchante. Nous avons projeté sur les primates notre structure patriarcale. Merci Aurore Vincentier, merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte, pour 28 minutes samedi et son club international bien sûr. On va, comme toujours, se quitter en musique, tiens, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine. On va écouter tout de suite l'hymne officiel de l'Avare. Le fric, c'est chic. Tchuss.